Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Capital Humain 3.0. Et si le vrai enjeu du travail aujourd'hui n'était pas de faire toujours plus, mais de pouvoir être pleinement soi, tout en contribuant, tout en performant ensemble. Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Von Bank. Alors Anne porte une vision du travail qui est à la fois simple et exigeante, un monde professionnel dans lequel chacune et chacun pourrait performer sans se renier, apprendre à se figer, s'engager sans s'épuiser. Son parcours est traversé par un fil rouge puissant, le learning. Alors non pas comme un outil ou un dispositif, mais comme une expression du vivant. Car comme elle le dit avec beaucoup de justesse, apprendre, c'est être vivant. Une conviction nourrie autant par son expérience professionnelle que par une expérience profondément humaine, celle de la maternité et de la soif d'apprendre d'un cerveau tout neuf. Aujourd'hui, Anne œuvre sur les sujets d'expérience collaborateur, d'engagement et de vivre ensemble, dans un rôle transversal inédit, directement relié à la direction générale d'un grand groupe international. Un rôle à la croisée de la transformation culturelle, de l'humain et du collectif, qu'elle exerce avec une attention particulière portée aux personnes, aux relations et au sens. Dans cet épisode, il ne sera pas question de recettes ni de concepts plaqués. Nous parlerons d'être soi au travail, d'apprentissage, de compassion, de changement et de ce qui résiste et de ce qui relie. Une conversation pour celles et ceux qui sentent que la performance de demain ne pourra plus se construire sans humanité ni contre le vivant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0 et je te souhaite la bienvenue Anne, je suis ravi de t'accueillir dans l'émission. Eh bien, dis donc, Johan, quelle introduction. J'avais jamais été introduite par la maternité. Ça m'a donné des frissons, tu vois. Donc, merci beaucoup. C'est très beau comme introduction. Eh bien, Et juste, oui, vas-y, pardon. dis-moi. Non, une toute petite précision, c'est pas la direction générale d'un groupe, c'est la direction générale d'une filiale de ce groupe. Je voudrais pas qu'il y ait de Oui, malentendu. Voilà. tu fais bien de préciser. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a touché quand on a préparé l'émission, cette sensibilité que tu as et le rôle de la maternité, parce qu'on est des êtres humains et dans notre complétude, et on vient au travail aussi enrichi de ce que représente la maternité, et c'est quelque part peut-être ça. Et j'aimerais bien commencer par ça d'ailleurs comme question. Euh, c'est un peu dans le désordre, hein. Moi j'aime bien les émissions spontanées. Qu'est-ce que la maternité justement t'apporte à toi dans ton quotidien? Alors bien évidemment en tant que femme personnellement, mais aussi Mm, dans mm. ton approche professionnelle. Il y a plein de choses dans ta question. En fait, alors il y a la maternité et la parentalité d'une certaine façon. Tu vois, il y a les deux. Oui. La maternité, forcément, c'est très puissant parce que tu portes un être qui se construit, enfin, tu construis un nouvel être vivant. Donc, c'est quand même, voilà, en termes de responsabilité, c'est assez dingue et c'est fantastique d'avoir la possibilité de le faire. Voilà. Et en fait, ce que la maternité m'a appris, le fait d'être parent, de devenir maman, c'est d'avoir vu ce cerveau fonctionner. C'est un cerveau tout neuf qui arrive sur la Terre et puis, en fait, il est là pour apprendre. Il a une soif d'apprendre de fou. En fait, tout est apprentissage, puisque c'est les premières fois. Tout est première fois. Et donc, il retient
tout de ses premières fois et il s'améliore en permanence, ce cerveau. Et je trouve que ça appelle beaucoup d'humilité, si tu veux. Bon, dans mon parcours, j'ai quelques problèmes de santé, bref, ce qui fait que bon, je côtoie pas mal de médecins et je me souviens à un moment où j'avais une rééducation à faire un peu compliquée. Ma neurologue de l'époque m'avait dit, mais vous savez, eh ben, c'est beaucoup plus simple de penser à comment font les enfants. Parce que penser à un enfant qui apprend à marcher, en fait, il Mhm. va retomber, mais tellement de fois. Il va monter, tomber, se lever, monter, tomber, etc., etc. Mais il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas tant qu'il ne réussit pas à marcher. Et en fait, elle dit, j'ai beaucoup plus de résultats avec des patients qui viennent d'être parents parce qu'en fait, ils voient les enfants, leurs nouveau-nés, enfin leurs nouveau-nés, qui commencent à marcher et ils se disent, mais s'il y arrive, moi, je peux y arriver. Elle dit donc, pensez à ce truc dans la rééducation. Essayez, tant que vous n'y arrivez pas, vous essayez, c'est pas grave. Vous allez tomber, c'est pas grave. Vous recommencez, vous essayez. Enfin, et j'avais dit, effectivement, enfin, j'avais pris conscience de la force d'un enfant qui apprend tout pour la première fois, qui s'arrête pas en fait. Tant qu'il n'a pas appris, il s'arrête pas. Je C'est me des dis ça, beaux exemples de résilience, en fait, les enfants. carrément. Carrément, ils n'ont pas de filtre. Ils sont encore tout neufs, tout propres, de tout fil, de tout biais. Et leur seule envie, c'est d'apprendre, en fait, parce que bah, c'est comme ça qu'ils vont grandir. Donc, tu vois, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait aussi qu'un enfant, tu te rends compte, et c'est pareil du coup pour les adultes, et après, on arrive vite sur la sécurité psychologique, mais un enfant, plus il va être en sécurité, plus il va être capable d'apprendre, tu vois. Et ça, c'est très juste. Enfin, tous les parents qui écoutent là aujourd'hui, ils peuvent pas dire l'inverse. C'est-à-dire que leurs enfants, nos enfants, apprennent bien quand ils se sentent en sécurité. Et aujourd'hui, c'est un problème dans le monde du travail. Mais voilà, la sécurité psychologique, c'est très important pour apprendre. Et c'est une transition toute trouvée, Anne, parce que en fait, je voulais te poser la question en préparant l'émission. Tu m'as confié en fait que euh, tu rêves d'un monde du travail où chacun pourrait performer en étant soi-même. Alors, Mm. tu amènes une notion clé. Moi, je voulais te poser la question, qu'est-ce qui fait que on peut être soi-même au travail? Effectivement, c'était une transition tout à fait trouvée parce que c'est la sécurité qui fait que tu peux être toi-même au travail. Tu peux venir avec ce que tu es, avec tes différences. On est tous différents. Là, c'est pareil, il faut arrêter de mettre des différences plus hautes que d'autres. On est tous différents. Et on a peut-être qui sont plus compliqués dans certains mondes, certaines cultures, mais en fait, c'est pas le sujet. On est tous différents. Et ce qui est important, c'est que pour venir avec toutes tes différences, pour justement donner ton plein potentiel, pour apporter toute la valeur que tu peux apporter à une organisation, bah, en fait, tu peux le faire que si tu es en sécurité psychologique, tu vois. Donc, Oui. donc voilà, en fait, tu peux être toi-même si tu es en sécurité, si tu te sens bien dans ton équipe, bien ton organisation, bien avec ton manager, bien avec tes collègues. C'est la base de tout, en fait, hein, pour être soi-même. Alors, pour aller un petit peu plus loin, pour Mm. t'amener sur le terrain professionnel, tu as beaucoup travaillé sur les sujets du learning. Mm. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à notamment cette dimension-là? Et qu'est-ce que tu as compris dans la notion apprendre, c'est être vivant, de ce que je t'ai Mm. expliqué en intro? Ouais. En fait, j'y suis arrivée par hasard, enfin clairement. Moi, c'est un peu ça depuis le début, hein, depuis ma Mhm. scolarité. Enfin voilà, moi, tout c'est une question de rencontre et donc de hasard. Je me laisse assez porter par les rencontres que je fais. J'ai pas de plan très défini. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc c'est voilà. Et donc, je suis arrivée dans le learning complètement par hasard parce que l'entretien que j'avais eu avec mon futur maître d'apprentissage m'avait beaucoup plu et donc j'avais envie de travailler pour ce monsieur. Et c'était le patron de la formation d'une entreprise dans les services d'eau et d'assainissement. Mhm. Et donc voilà, donc je démarre ma vie professionnelle là, voilà, avec lui, plus que là, tu vois, là. Et puis là, je me dis, ouais, c'est intéressant la formation en fait, parce que tu as un pouvoir de fou en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu vas donner aux salariés les moyens de bien faire leur travail. Donc, tu as une responsabilité, tu vois. C'est hyper intéressant. Bon, ok. Et puis après, en grandissant, en vieillissant, je me rends compte, dans cette expérience, je me rends compte qu'en fait, on apprend avec tout, avec la tête, le cœur, le corps. Et c'est Oui. là que je me dis, mais attends, en fait.
En fait, apprendre, c'est être vivant. Et si tu arrêtes d'apprendre, tu fanes sur pied. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup de quotidiens, parce qu'on est quand même dans des organisations qui sont complexes, parce que ça va très vite, il y en a partout. Enfin, tu es, vite submergé par un quotidien qui est quand même très étouffant, tu vois, et qui te laisse plus ces occasions d'apprendre. Et moi, je me rends compte, si je prends mon exemple personnel, que dès que je n'ai plus la possibilité de faire un pas de côté pour aller apprendre quelque chose, mais ça veut tout dire, apprendre quelque chose, rencontrer une nouvelle personne, prendre le temps d'aller regarder quelque chose qui est complètement différent, mais donc de me nourrir, voilà. Quand Mhm. je ne prends pas ce temps pour aller me nourrir, je, je, je ne sais plus travailler, je fane sur pied, mais vraiment, j'ai l'impression de devenir vide. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il y a quand même un truc à prendre cette vivant, quoi. Et alors justement, au niveau de la formation, tu as un poste stratégique Mm. avec un regard aussi et du recul avec ton ancienneté, entre guillemets, hein, tu es jeune hein, encore, mais Ah oui, très, très, voilà, très, très jeune. voilà, je fais attention à ce que je dis aux dames quand même, hein. Mais On ne ouais, dépasse exactement, pas tu es les très, très... 30. Ça, Voilà, c'est c'est un ça. truc comme ça. Ouais. Après, on en arrête de compter. Mais justement, avec ton regard, Oui. comment tu vois évoluer la formation en termes de besoins? Besoins à la fois d'un point de vue de dirigeant et aussi à la fois en termes de collaborateurs. Comment tu la vois évoluer en ce moment? Bah, je la vois pas évoluer. En fait, c'est Ah peut-être mince. ça mon petit problème. Ah, Euh, non, on est encore dans quelque chose de très. Je viens consommer du savoir, tu vois. Je viens ok. apprendre un truc, mais après le raccrocher à ma réalité. Bon, Mm, eh ben, si moi je fais un effort surhumain, je vais y arriver. Et encore, je vais peut-être m'épuiser si l'organisation ne me permet pas d'aller au bout du geste. Mais en vrai, la formation, une fois que tu es sorti de la formation, c'est terminé. Et donc, ça me pose vraiment question parce que je me dis, mais c'est pas possible de dépenser autant d'argent pour faire des programmes qui sont très beaux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, sur le marché, on a quand même beaucoup de fournisseurs oui. qui font les choses bien. Enfin, Mhm. voilà, là, il n'y a pas de débat sur le fond. Si tu veux, sur le contenu des formations, il n'y a pas de débat. On peut toujours mieux faire, mais enfin, bon, ça fait le boulot, quoi. Mais tant d'argent avec si peu de retour sur investissement, je m'interroge. Et là, je reviens à mes jeunes années. Enfin, quand j'ai commencé à Mhm. bosser, il y avait déjà ce sujet de l'évaluation à froid Oui. et qui était déjà un vieux sujet. C'est-à-dire que, en fait, Mhm. voilà. Et en fait, on fait toujours pas d'éval à froid. Finalement, on mesure pas le ROI des formations. Bon, alors on a Est-ce la que c'est chance. le bon terme, la formation? Est-ce qu'on est moi j'entends de plus en plus parler d'accompagnement au travail réel, Exactement. de est-ce que c'est une piste justement pour amener plus de ROI Bah, tu sais, positif? à moi, c'est un point très important que tu soulèves parce qu'à partir du moment où tu connais le modèle 70-20-10, Mhm. voilà, bah, il est où le Oui, 10? c'est ça. Mm. Il est dans la formation, hein. Et Mhm. là, d'ailleurs, tu ouvres plein de boîtes hein, quand tu fais ça, parce que Oui. tu penses à l'école, tu penses à tout ça. Tu fais, ah, tout ce temps passé à l'école, mais c'est 10%. Mon Dieu, waouh. Bon, bref. Donc, ça, c'est encore un autre débat. Mhm. Mais en tout cas, le 10 du 70-20-10, il veut tout dire. Donc, normalement, on devrait faire beaucoup moins de formations, comme on a l'habitude de faire depuis toujours, parce que c'est très rassurant de faire ces formations-là. On maîtrise le truc, on coche les cases, on se rassure sur le fait qu'on a fait les choses comme il fallait. Très bien. Il est très rassurant, ce 10, mais en termes de production de valeur, euh, bah, il sait que 10%. Voilà, 10% de l'apprentissage. Et le 70, c'est effectivement l'apprentissage en situation de travail. Et c'est le fait de pouvoir discuter avec des collègues, de pouvoir apprendre avec ses collègues, de pouvoir, en fait, finalement, formaliser tout l'informel d'une façon, ou plutôt tirer de la valeur de tout l'informel. Voilà, le compagnonnage, enfin, t'apprends en situation, de toute façon, t'apprends parce qu'un collègue vient te dépanner, t'apprends parce qu'un collègue va, je sais pas, moi, sur un workflow compliqué, il va venir t'aider, sur un geste que tu sais pas faire, il va venir t'aider. Voilà, c'est comme ça que t'apprends, hein, Mm. enfin, Complètement. et pas autrement. Sur le travail réel et sur le terrain, oui, Mm. tout à fait. Ouais. Alors j'aimerais Donc, je ne aussi. la vois pas Vas-y, vas-y. évoluer, cette Tu formation, l'as- tu vois. Ça me fait mal au cœur. Je me dis, mince, 20 ans plus tard, on en est toujours au même sujet. Et moi, j'étais déjà à 50 ans plus tard. Donc, je C'est ça. vois. Voilà. Est-ce que tu trouves des leviers, toi, justement, pour inciter à changer dans ton contexte professionnel, à changer ce prisme, justement, à aller vers plus d'opérationnalité dans la notion de learning, justement? Bah, en fait, quand alors attends, il y a trois postes
Je travaillais, donc j'avais été embauchée pour travailler sur deux choses, le baromètre d'engagement du groupe dans lequel j'étais, et puis l'expérience collaborateur pour défricher le sujet. Voilà, page blanche, on doit y aller, on ne doit pas y aller, c'est quoi? On commençait à en parler, c'était un peu fourre-tout. Bref, c'était pas très clair la notion, donc on m'avait embauchée pour ça. Ce qui m'a d'ailleurs permis d'écrire un bouquin, de coécrire un livre sur le sujet. C'est grâce à cette mission. Et quand j'ai fait cette mission, en fait, euh, j'ai pris conscience, parce que j'en ai pas du tout, ça, j'apprends, voilà, Mhm. que l'expérience collaborateur, d'abord un sujet de culture d'entreprise. Et là, quand tu parles culture entreprise, tu dis, oh là là, ça va être compliqué, là, la culture entreprise, c'est encore un truc pas très clair. Est-ce que c'est Philosophique, ouais, un peu dans ce voilà, sens-là. voilà. Ouais, comment tu le ramènes dans le réel, tu vois? Mhm. Bon, ok, on peut faire des beaux mots sur des slides, on peut écrire des trucs sur les murs, on a à peu près tous les mêmes machins d'une entreprise à l'autre. Ok, super, mais bon, comment ça se transforme dans ma réalité? Et là, tu comprends que l'expérience collaborateur, ce qui compte, c'est l'expérience vécue, d'accord? Et Oui. l'alignement entre l'expérience prescrite et l'expérience vécue. Bon, déjà, tu fais, ah, ok. Et puis après, là, j'ai découvert un truc fantastique. J'ai découvert qu'en fait, il y avait une méthode, en tout cas, la personne avec qui j'ai bossé à cette époque, qui est la personne avec qui coécrit le bouquin, était un expert de la culture. Il m'a tout appris là-dessus. Et en fait, il m'a surtout appris qu'il y avait une méthode. Il m'a appris que c'était trois choses, une culture entreprise, une croyance, des comportements qui sont associés à cette croyance et qui se nourrissent, et des éléments de contexte organisationnel, donc tes règles, tes chartes, tes outils, ce que tu veux, ton cadre de travail, qui vont nourrir cette croyance. C'est ça. Et donc, en fait, pour répondre à ton point sur la formation, du coup, le sujet, c'est d'aller pas tant faire des formations, puisqu'on donc on Mhm. voit, on le dit, ce n'est pas efficace, mais plutôt d'aller travailler sur les comportements et les éléments d'organisation, donc de cadre de travail, qui vont permettre de faire évoluer l'entreprise sur telle croyance et telle croyance. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que là, tu te Eh dis, mais en oui. fait, je peux bouger et faire évoluer une organisation sans être violente, sans mettre une espèce d'injonction. Bon, les gars, hein, soyez tous innovants, s'il vous plaît, hein, parce qu'on va cracher. Super. Alors, ok, tu dis ça aux gens. Ils vont essayer de l'aide parce que c'est un peu sympa, voilà, mais en fait, ils vont s'épuiser à essayer de l'aide parce qu'en fait, le cadre n'aura pas été posé. Tu vois, Oui. je te prends l'exemple de Decathlon. Decathlon, bon, en dehors de dire à fond la forme, Decathlon, c'est quand même une boîte qui s'est fait connaître pour son côté innovant. Mais pourquoi, en fait, Decathlon est innovante? C'est pas parce que les patrons de Decathlon disent à leurs salariés de pas innovant. Non, parce qu'ils ont mis des garages dans lesquels les salariés pouvaient venir tester des idées, créer des trucs, voilà. Donc, ils ont activé l'état d'esprit, si tu veux, le mindset innovation. Ils n'ont pas fait des formations à l'innovation. Ça n'aurait pas Mhm. marché. Enfin, voilà. Donc, C'est incarné, porté dans le réel, cultivé au exactement. quotidien, et c'est ça. Exactement. Mais pas de formation. Mhm. Complètement. Alors, ça me vient, parce qu'on n'a pas trop parlé un peu de tes fonctions, Mm, et c'est quelque chose qui m'a interpellé quand on a préparé l'émission, parce que c'est quand même très atypique. Est-ce que mm, tu peux expliquer, alors, ta fonction, donc ton mm, titre, et aussi ton rôle, ta mission dans cette fonction, et à qui tu es rattaché précisément? mm. Alors, effectivement, c'est marrant parce que ce type de fonction, il- il attire beaucoup parce que enfin, ça attire beaucoup de questions. Mais est-ce que c'est pas un peu bullshitos ton truc là quand Mhm. même? Est-ce que c'est pas un peu sectaire? Il y a un petit côté C'est vrai. gourou, bof. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est le CSE++? Qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà. Tu vois, c'est super parce que c'est typiquement le genre de truc qui crée plein de connexions et plein de discussions. Donc moi, ça me correspond bien et je suis contente parce que je rencontre plein de gens, comme toi, par exemple, tu vois. Je rencontre Mhm. plein de gens autour de juste des mots. Donc, c'est très intéressant. Bref, bon. Et en fait, moi, mon job aujourd'hui, c'est finalement d'une certaine façon de porter la transformation culturelle de la filiale dans laquelle je suis Mhm. et de faire en sorte que finalement, on offre les meilleures conditions de travail, le meilleur cadre de travail à nos salariés compte tenu de nos ambitions. C'est ça, mon job. Et ce qui est intéressant, c'est que ce job, enfin, ce qui est intéressant au sens atypique, c'est que ce job n'est pas rattaché à la RH, ou peut-être effectivement un peu spontanément, on se dit c'est là que ça doit être parce que c'est un peu tout le temps là, donc pourquoi pas, tu vois? Non, il n'est pas rattaché à la RH. La décision a été prise de le rattacher directement à un des DGA, donc un des directeurs généraux adjoints, pour lui donner plus d'impact et une portée ouais, beaucoup plus transverse d'une certaine façon. Donc, c'est très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que je pense, mais bon, ça, c'est une intuition, encore une fois, qui n'engage que moi, mais
Je pense que la fonction RH va beaucoup évoluer vers ce type de fonction-là, des fonctions de transfo en fait. Tu Oui. vois? Je pense que ça, c'est quelque chose ouais, qui va se faire. Donc là, je suis sur cette espèce de nouveau modèle qui est en train de se créer. Donc ça m'intéresse doublement, si tu veux. Voilà. Et quel retour d'expérience, parce que tu as un peu de recul maintenant sur ta Mm. fonction, tu vois, si ce que tu peux partager, parce que voilà, tu n'es peut-être pas Mm, obligé de ouais, tout partager, mais ouais, les ouais, non. limites et aussi tout ce qui vient d'émerger qui est vertueux justement à travers ce positionnement et aussi parce qu'il y a aussi ce qui fait aussi des choses, c'est ta Ouais, personnalité, parce qu'il peut y avoir la fonction, mais tu incarnes aussi, toujours. et Mais ça c'est toujours. important. Mm. Toujours. Et ça, c'est comme quand tu bosses avec des prestats et on te dit, ouais, c'est les prestats qui ont tout fait. Oui, je te mets au défi de mettre les mêmes prestats avec une autre personne. On verra si on a le même Mm. résultat. Pas gagné, mais on C'est clair. verra. Donc, c'est plus confortable de croire que c'est pas moi, que c'est les autres. Mais enfin, bon, bref. En fait, alors, ça fait pas si longtemps, parce que ça va faire 8 mois, tu vois, c'est quand même, ça reste 13 ans. Mm. Mais en fait, malgré tout, ce que je peux constater qui est intéressant, c'est que bah, c'est pas facile parce que là, tu vas toucher vraiment à des fonctionnements de l'entreprise, donc des fonctionnements hyper installés, hyper confortables, voilà. Mhm. Même s'ils sont certains dysfonctionnels, c'est très confortable. Donc, Bien sûr. ça coûte de bouger Mm. des éléments confortables, hein. Je te donne un exemple tout bête. Euh, je dois faire appel à un ami pour compléter un truc, un process que je ne comprends pas, un workflow pas clair, machin. Et ben, au lieu de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller voir la personne responsable du process, lui dire, écoute, là, je pense qu'on pourrait l'améliorer parce que c'est pas le parcours client, il est pas top. Bah, au lieu de faire ça, j'appelle un ami qui va le faire plus ou moins à ma place, voire même qui va m'aider à contourner le truc. Donc, c'est très confortable parce que Mhm. je peux le faire, mais ce n'est pas au service de l'organisation. Oui, j'entends. Donc, en fait, mon job, c'est là où il est hyper intéressant. C'est que comment faire pour aller déminer, pour aller craquer tous ces trucs ultra confortables, mais qui finalement ne servent pas à l'organisation. Du coup, ça fait appel à une compréhension, je suppose, fine Hmm. de l'être humain, et d'ailleurs, dans le travail que tu as fait dans la construction de ton livre, ça doit certainement t'aider pour savoir un petit peu Ouais. les compréhensions fines, en fait, de comment fonctionne un être humain, ses comportements, je suppose. En fait, plus que l'être humain, c'est les organisations. C'est plutôt Ok. ça. Alors oui, alors les organisations, c'est des êtres humains, on est d'accord, euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez simple, hein. On a besoin de considération, on a besoin de sécurité, on a besoin de cadre, tu vois, oui, de reconnaissance. Donc, c'est simple, si Mhm. tu veux. Mais tu l'as dit dans ton introduction, c'est simple, mais pas simple. C'est-à-dire que tout ce qui est simple est très compliqué, hein. Oui. Mm. Bon. Donc, nos basiques, on les connaît, sans considération sécurité. Maintenant, c'est comment je vais réussir à les activer dans le quotidien, dans tous les projets que je vais pouvoir mener. Donc, oui, le boulot que j'ai fait grâce à mon bouquin, grâce à mes expériences précédentes, ça me sert pour aller plus loin là et vraiment rentrer sur une transfo culturelle. Ok. Donc, on est vraiment dans de la systémique pure et dure, là. C'est Ah, ouais, vraiment, clairement, clairement. clairement. Ouais, clairement. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet qui je trouve important et que tu portes aussi, c'est cette notion de vulnérabilité Mm. qui quelque part, peut-être pas un peu nouveau, mais qui commence à faire son apparition dans les organisations. Est-ce que toi, en fait, tu partages ou que tu, euh, tu défends aussi une certaine vulnérabilité pour amener un changement en fait de réflexion à tous les niveaux? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies, toi? Ah ben, je pense que l'authenticité, ça a beaucoup d'impact. Donc à Oui, partir de là, effectivement, dans l'authenticité, tu as les vulnérabilités. Après, il ne faut pas tomber parce que comme on a oui, compris que ça avait de l'impact, il y a beaucoup de com là-dessus. Il y a oui. beaucoup de mise en scène. Moi, LinkedIn, j'en peux plus, tu vois. Mhm. Euh, LinkedIn, c'est devenu un Facebook. Bon, tu vois, là, c'est daté en génération. Facebook. Bon, bref, je viens de te donner un petit indice. Donc, voilà. Mais bon, non, mais il n'y a plus de boulot. On parle plus boulot. On parle de soi. On se met en photo soi-même. On se C'est met en vrai. scène soi-même. C'est hyper égocentré. Enfin, mais sous couvert de mettre en visibilité des vulnérabilités. Pas du tout. Tu es en train de faire ton auto-promo en t'appuyant sur ce que tu penses être une faiblesse parce que tu penses que ça va bien passer en étant une faiblesse. C'est, Mhm.
c'est une insulte en fait. Enfin, moi, Mm, voilà, bref. Donc, mais mhm. quand tu es, authentique, quand tu es aligné, et que tu as donc ces faiblesses, c'est super. C'est super, ça a beaucoup d'impact. Et voilà, donc oui, moi, j'y crois beaucoup. Après, c'est difficile, hein, parce que quand exposes enfin, quand tu mets en avant tes vulnérabilités, enfin, sans les mettre en avant, mais quand en tout cas tu ne les caches pas, tu t'exposes beaucoup Oui. Mm. et, et de façon assez intime, hein. Donc, c'est pas simple, mais c'est nécessaire, je pense. Donc, oui, je le fais, bon, avec parcimonie, parce que bon, pour moi, c'est très compliqué. Tu sais, j'ai un profil bon élève, meilleur de la classe, rien qui dépasse. Donc, moi, la vulnérabilité, j'y crois beaucoup parce que de toute façon, c'est mon parcours et c'est voilà. Et puis, c'est mes convictions profondes. Je les ressens dans mon corps, si tu veux. Donc, mais de là à en mettre une en avant, en tout cas, à admettre une faiblesse, c'est dur pour moi. Mais je le Et fais parce que je sais que c'est important. je partage ton avis parce qu'on est vraiment dans une société de l'ostentation, c'est-à-dire Oh là là. l'ostentatoire, c'est-à-dire ben, je défends telle cause, je suis vulnérable, je suis gay, je suis en fait, et Voilà, c'est vrai, et c'est vrai qu'on perd en fait la juste mesure, je trouve, exactement. et cet équilibre, ça devient un champ de bataille en fait finalement. Puis ma L'entreprise. différence compte plus que la tienne, mais stop, C'est stop, vrai, je voilà. suis d'accord avec toi. Mm. Hein. Alors, dans les organisations, est-ce que ce qui m'intéresse aussi, c'est des questions que j'ai souvent, moi, que les auditeurs me posent, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de résistance dans les organisations pour évoluer? Parce que, il y a de plus en plus d'organisations qui veulent, mais les résistances sont de plus en plus dures. Alors, est-ce que tu as identifié des résistances qui sont récurrentes que tu vois actuellement? Et si oui, comment on fait pour les lever? Comment... En plus, tu as un poste stratégique pour ça. Oui. En fait, en fait, les résistances, pour le coup, elles sont très humaines, hein. Genre, Mhm. c'est jamais autre chose que qu'humain, hein. Donc ça, c'est le putain de facteur humain, comme C'est j'aime ça. bien dire. Oui. Hein, c'est lui qui Qui est à vient la te mode, casser les pieds. le Voilà. PFH, oui. Le PFH, exactement, le PFH, j'adore. Parce qu'en fait, tu peux avoir le truc le plus rodé, la mécanique la mieux pensée, le slide le plus beau. Non, c'est toujours un problème humain qui va venir te mettre la grouille dans ton système. Toujours. Donc, pour la réponse à ta question, c'est la même. C'est le PFH. Voilà, le putain de facteur humain. Parce que c'est compliqué en tant que patron, hein. Enfin, Mhm. vraiment, je comprends. C'est compliqué en tant que patron de comprendre ta part de responsabilité dans les dysfonctionnements de l'organisation. Bien sûr que tu as ta part de responsabilité dans ce qui fonctionne bien, évidemment et heureusement, sinon il y a plein de boîtes qui seraient plus là, tu vois. Donc voilà. Mais tu as aussi, de la même manière, ta responsabilité dans ce qui ne fonctionne pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire changer personnellement sur tout un tas de trucs. C'est compliqué. Parce que C'est vrai. voilà, c'est confortable aujourd'hui de ne pas complètement tout voir et de faire le truc qui te semble marcher parce que tu n'as pas envie d'aller, tu un peu du déni derrière tout ça, tu vois. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, c'est confort, ça marche. On n'est pas en train de couler, ça marche. Donc, pourquoi je changerais? Mhm. C'est, c'est, c'est- Donc, en fait, pour répondre à ta question, moi, ce que j'identifie, c'est que finalement, c'est toujours le même point de départ. On fait comme nos patrons. De la même façon qu'on fait Mhm. comme nos parents. Nos parents, ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, hein. Euh, Mhm. En fait, on fait pas ce qu'ils disent, on fait ce qu'ils font. C'est le truc. Voilà. Et donc, là aussi, en devenant maman, c'est ça que je vois. C'est que je peux m'égosiller à dire un truc, zéro impact ou à peu près. Ça en dit long, hein, sur ma autorité naturelle. Bref. Mais par contre, il fait ce que je fais. Il fait ce que son père fait. Incroyable. Eh ben, c'est pareil avec les salariés, le rapport à Mhm. l'autorité d'ailleurs, quelle que soit l'autorité. Mais là, si on prend l'entreprise, c'est le salarié versus le patron. C'est la même chose. Donc, on fait comme nos patrons. Et s'ils se disputent, on se dispute. Et si c'est vite, on sait vite. S'ils travaillent ensemble, on travaille ensemble. Enfin, voilà, ça part d'eux. C'est vraiment un effet miroir, hein. Ah, ben oui, Donc, oui. C'est pour ça tout à fait. que c'est simple à comprendre. C'est plein de bon sens, mais c'est hyper dur à mettre en musique parce que tu vas mettre de côté ton ego, tu vas mettre de côté ton confort, tu vas mettre de côté plein de choses, hein. Voilà, donc c'est pas facile. Alors justement, tu es au sein d'un comité de direction. Ah, Comment les membres du comité de direction, donc des leaders en fait de ton organisation, intègrent ces notions-là? Est-ce qu'ils sont enclins à être dans une dynamique de changement, d'évolution, d'incarnation de cette évolution? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est difficile ou ça dépend des hum. tempéraments peut-être?
Alors, je suis pas en codir, hein, je suis pas codir. Moi, je Ah, suis rattachée à un membre du codir, mais je suis pas codir. ok. Mais je travaille de fait avec eux parce que c'est avec eux que je dois et que j'ai envie de travailler pour réussir cette mission-là qui est de changer l'organisation pour la rendre la plus efficace possible, durablement, encore une fois, pas pour épuiser les gens. Hein, ça, c'est Mhm. important aussi. C'est Et important. là, on a un patron qui y tient beaucoup, hein, on a un directeur général qui y tient beaucoup à ce côté durable, dans tous les sens du terme. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que c'est c'est dur, Mhm. ils l'admettent, mais ils ont envie de le faire. Et ça, Ok. c'est chouette. Parce que finalement, le Ok. plus important, il est là. Voilà. Oui. Oui, le chemin sera long. Oui, ça va pas se faire tout de suite. Oui, il y en a qui avanceront plus vite que d'autres parce qu'ils sont plus convaincus plus vite et puis parce que voilà. Mais ils savent qu'ils doivent le faire. Ok. Donc ça, c'est chouette, en Déjà, fait. c'est la base d'avoir Ah conscience oui, et d'être dans cette oui, dynamique, c'est quand même oui, super important. exactement. Ok. Alors, comment on avance dans l'entretien, j'aimerais bien avoir ta vision un peu prospective sur les grands enjeux des organisations actuelles et qui arrivent. Alors, ça peut être sur plein de sujets, hein, on a déjà évoqué certains sujets, mais est-ce qu'il Mm. y a selon toi euh, des, l'émergence de signaux faibles qui, pour toi, dans l'avenir, vont prendre une prépondérance importante? Moi, je pense qu'il y a plusieurs trucs. C'est que on est de plus en plus sensible à la différence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ok. Donc, les fausses promesses, elles sont encore plus visibles qu'avant. Mm, Et elles sont encore moins excusables qu'avant. Tu vois, aujourd'hui, on va te dire, par défaut, on ne te croira pas. mm. Fais-moi la démonstration que tu n'es pas en train de me mentir. Avant, c'était pas ça, hein. En fait, C'est avant le vrai. Covid, avant le confinement, c'était pas ça. Parce qu'on était encore dans un truc, bon, allez, par défaut, je te crois, et puis bon, on verra, mais par défaut, j'ai envie de te croire. Là, non, c'est l'inverse, hein. Par défaut, je te crois pas. Mm, Donc, je sais pas, c'est mais vrai. comme signal faible, c'est hyper violent. Oui, c'est clair. Voilà, et ça veut dire qu'en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant qu'en tout cas leader d'hommes et de femmes, tu dois partir avec beaucoup d'humilité sur ton idée parce que par défaut, on va te dire, tu me mens. Voilà. Donc, ça, c'est chaud quand même. Bon, il y a ce truc-là. Après, le signal faible, mais qui est plus un signal faible tellement il clignote dans tous les sens, c'est la fatigue. Enfin, les gens sont fatigués. Et pas les gens. Les jeunes sont fatigués. Mm, Enfin, tu vois, encore ce matin, il disait aux infos que je regarde pas, je regarde Télématin, je confesse que je regarde Télématin, mais bref, mm. aux Tu es infos de démasqué. Télématin. Ouais, voilà. Là aussi, ça donne une idée sur mon âge. Bref. Euh, il disait une jeune fille de 17 ans s'est jetée sous un RER parce qu'elle était harcelée à l'école. Non, mais stop! Mm, Enfin voilà. Donc on est dans un monde qui est hyper agressif. Tout le monde s'agresse, hein. C'est pas compliqué. De toute façon, tu es à mhm, la boulangerie, tu te fais agresser, ou tu agresses toi-même, tu es au volant, tu agresses, tu es dans le métro, tu agresses. Enfin, c'est hyper violent. Et ça, c'est très depuis le confinement, hein. Ceux qui travaillent directement au service du client, enfin face au client plutôt, c'est dur, quoi. mm, Enfin, franchement, ils se font agresser toute la journée. C'est pas compliqué, voilà. Donc, bref, ça aussi, je pense que les notations, ça a vraiment pas aidé, hein, le fait de mettre des étoiles, des commentaires, des trucs. Je pense que ça a ouvert la vanne à Dans la méchanceté. société du jugement, en fait, quelque part. Exactement. Mm, Exactement. T'as 4 étoiles, t'es cool. T'as une étoile et je vais bien te dire pourquoi t'étais nul, hein. Oui, super. Alors, un petit peu d'humilité là-dedans aussi, ça ferait pas de mal. Bon, bref. Donc voilà. Donc ce signal faible qui est pas un signal faible, c'est que les gens sont fatigués et nos jeunes sont fatigués. Aujourd'hui, ce n'est pas normal d'avoir des enfants en l'occurrence, elle avait 17 ans. C'est une jeune femme, mais tu en as aussi des plus jeunes. Et il y en a plein des histoires, des faits divers dégueulasses avec des enfants qui étaient victimes de harcèlement à l'école, plus jeunes. Et moi, il se trouve que, bon, je connais très bien la CPE, notre CPE. Enfin, on est devenus amis. Et elle me dit, mais c'est pas les mêmes enfants que j'ai là maintenant que ceux que j'avais avant. C'est-à-dire mm, que je vois des enfants très jeunes violents en fait, mais violents intelligents, c'est-à-dire hyper malsains. Des vrais manipulateurs, des vrais mm. pervers narcissiques en puissance, des vrais. Elle dit ça, j'ai jamais vu, hein. Ça, c'est nouveau. Depuis 5 ans, enfin depuis le confinement, c'est vraiment, il y a eu un avant-après Covid, hein, avant-après confinement plutôt. Et puis tout ce qui va avec le Covid, bon bref, voilà. Elle dit là, de voir des jeunes sixièmes, des tout petits sixièmes qui ont des gueules d'ange, manipulés comme ils manipulent, elle dit je ne sais pas quoi faire.
C'est des bombes à retardement pour dans l'arrivée, hein. Exactement. Mais ils sont quoi, ces enfants? Ils sont des symptômes de leurs parents, hein. Parce que, Mm. bon, encore une fois, euh, Miroir. voilà, tu deviens pas un pervers narcissique parce que je savais pas quoi faire ou parce que tu es né avec ça dans les gènes. C'est pas vrai. Enfin, moi, en tout cas, je veux pas croire à ça. Non, vraiment. C'est Mhm. ton environnement qui va te façonner. Tu as des dispositions, ok, d'accord, peut-être, mais tu as un environnement qui va faire que tu vas devenir ce que tu es. Bref, donc tous ces gamins-là sont des symptômes de ce qu'on est devenu nous parents. Et nous, on est devenus comme ça parce que la société, elle nous met comme ça. Quand on regarde notre gouvernement aujourd'hui, enfin, sans faire de politique, parce que c'est pas le Bien sujet, mais sûr. le bordel que c'est, le mensonge sur mensonge. La veille, ils disaient un truc, le lendemain, ils disent l'inverse avec autant d'aplomb. C'est perdu. Enfin, en termes de dissonance cognitive, on est dans une société, on est en dissonance cognitive en permanence. Donc ça, forcément, ça crée des travailleurs, hein, dont l'entreprise, enfin avec lesquels l'entreprise doit faire avec, doit faire grandir. On arrive tous donc avec notre complexité qui est devenue encore plus complexe. On est tous la complexité de quelqu'un, ça ne faut jamais l'oublier. Voilà. Donc, il y a quand même, ça veut dire pour les entreprises, à mon sens, de remettre un cadre de sécurité. Vraiment, Mm. là, c'est le moment d'ouvrir grand les vannes de la sécurité parce que les gens, en fait, aujourd'hui, ils sont pas bien. Nous ne sommes pas bien. Il n'y a rien qu'à voir nos têtes, on a tous des cernes. Enfin bref, nous ne sommes pas bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un enjeu, je dirais presque thérapeutique sur un pan de génération pour les aider? Parce qu'il y en a qui sont vraiment en souffrance, qui cherchent de Ah, l'aide. La oui. tranche que tu expliquais, quand même, les adolescents et les jeunes adultes, Mm. c'est ceux où il y a le plus de taux de suicide quand même. Voilà, tu vois. Donc c'est quand même très important. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là-dessus? Et est-ce que, je vais aller un petit peu plus loin, l'entreprise, c'est pas un lieu d'apprentissage aussi qui dépasse le cadre purement de je produis et j'amène une dimension économique, mais peut-être un lieu de sociabilisation, de réapprendre à vivre ensemble, justement. Waouh. Tu vois ce qu'appelle mon titre de fonction. Voilà, c'est plein des jeux de mots comme ça, mais qui sont très justes et qui donc engagent beaucoup. C'est très dur hein, d'avoir un Eh, intitulé mais de fonction comme c'est ça. clair. C'est c'est bon. Mais effectivement, complètement. En fait, je dirais même, il y avait, à un moment donné, je me dis, il faut faire des groupes de parole d'entreprise, en fait. C'est-à-dire que voilà, entre entreprises, faut se rassurer, ou faut s'aider, ou faut faire du codev, ou faire des groupes de parole, plus que codev, un groupe de parole. Mhm. Parce qu'en fait, oui, euh, euh, nous ne sommes plus en capacité de travailler ensemble. Clairement pas. Mhm. Donc C'est clair. voilà, et ça commence par effectivement vivre ensemble. Vivre ensemble le travail, hein. Il ne faut pas non plus tout mélanger. À la maison, c'est Bien la sûr. maison, le travail, c'est le travail, même si bien sûr les frontières sont devenues très très poreuses, encore une fois depuis le confinement. Mais même, quand même, chacun sa place, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et l'entreprise, elle est là pour que le travail soit un sujet d'épanouissement, enfin une source d'épanouissement pour toi. Bah, quand on parle d'expérience collaborateur, d'ailleurs, on va bien chercher ce que ressent le collaborateur, ce qu'on va faire Oui. ressentir au collab, tu vois. Mais c'est pas pareil que l'engagement, hein. C'est pas... Moi, expérience collaborateur, je te fais ressentir un truc et je fais en sorte d'orchestrer un cadre qui va te faire ressentir ce que j'ai envie que tu ressentes, parce que ce sera Mhm. ma marque à moi, ma marque d'entreprise. Mais l'engagement, c'est toi, ton niveau d'envie de travailler pour moi, il est où? Est-ce que tu Mhm. veux, t'es un passager clandestin ou je t'ai vraiment mis à bord et t'es à Mhm. fond avec moi? Tu vois? Bon, hein, bref. Donc, du coup, oui, les entreprises, elles doivent, enfin, ce serait bien qu'elles prennent sincèrement conscience, parce que là aussi, entre j'ai coché la case, j'ai mis en place une hotline et je fais sincèrement le nécessaire pour que cette hotline ait une résonance dans le quotidien des équipes, donc soit raccord avec ce que ma ligne managériale doit être, soit raccord avec les sanctions que je peux prendre s'il y a sanctions, enfin bref. Tu vois, sinon Mhm. la hotline, elle ne marche pas toute seule, hein, enfin, ou plutôt elle ne Bien marchera sûr. pas toute seule. Et il y en a beaucoup qui cochent les cases, encore une fois. Bon, et donc oui, les entreprises, sincèrement s'occuper de la santé psychologique des gens, ouais, je pense que c'est important. Mhm. On n'a plus le choix là, en fait. Et ça vient en raccord avec le onboarding, l'intégration des collaborateurs, la marque employeur. En fait, tout est lié, en fait, finalement. Mais bien sûr, c'est pour ça aussi que l'expérience collaborateur, c'est compliqué dans la tête de beaucoup de gens.
enfin de beaucoup de professionnels RH typiquement, c'est que tu silotes pas en fait. C'est un peu comme la médecine holistique et la médecine avec les spécialités. Non, t'as mal à la jambe, ça va peut-être du dos, donc va pas regarder que le médecin de la jambe. Tu vois, c'est le même Mhm. truc là. L'expérience collaborateur, c'est une expérience qui commence avant même que tu rentres dans l'entreprise, qui se terminera peut-être jamais, parce que quand tu sortiras, tu resteras un alumni, peut-être tu reviendras. Donc tu vois, c'est un espèce de grand Mhm. 8 là, un 8 infini. C'est ça l'expérience collaborateur et tout doit communiquer. Mhm. Si tu as un maillon de ce grand 8 là qui n'est pas raccord avec les autres maillons, bah, fais rien, ce sera. Voilà, au moins tu mentiras pas. Complètement. Mm. Alors toi, est-ce que tu as une expérience à nous partager qui t'a profondément marqué? Alors ça peut être positivement ou négativement, ça dépend le prisme qu'on a, mais est-ce que tu as quelque chose à nous partager qui représente quelque part aussi peut-être ton engagement ou voilà, qui te caractérise, qui t'a vraiment marqué, qui te caractérise, comme ça. Là, il y a un truc qui me vient spontanément, c'est que quand j'étais donc ma première boîte, donc la boîte où je suis tombée dans le learning, où j'ai appris le learning, j'ai appris à aimer et à me passionner pour le sujet, c'est à un moment donné, j'étais en charge de ce que j'avais appelé le Learning Lab. Donc super chouette. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir proposer à la filière learning bah, le meilleur de ce qui se faisait à l'époque. On était au début du digital learning, c'est vraiment le tout, tout début. Ok. Le meilleur de ce qui se faisait pour justement être les meilleurs learning managers ever, si tu veux. Voilà. Donc ça, c'est mon job. Et j'avais à un moment donné testé des trucs. Donc je testais des trucs dans le cadre de ce lab et j'avais testé la réalité virtuelle. Bon, Mhm. jusque-là, ok. Et j'amène chez moi le matériel parce que j'avais envie justement de faire essayer à mon fils qui devait avoir à l'époque, il devait avoir 6 ans, c'est tout petit. Mais je voulais quand même voir parce que justement, ce cerveau en, en construction, c'était un peu mon laboratoire pour plein de choses et ça l'est toujours d'ailleurs, hein. Voilà. Il sort de cobaye. C'est bien ça. Oui. Et en fait, j'avais amené le matériel, il met le casque et là, il se passe des trucs. Il se passe des trucs physiques, il se passe des trucs émotionnels, il se passe plein de choses. Ce qui se passait sur moi, si tu veux, mais j'avais besoin de vérifier sur un autre segment de population, on va dire ça comme ça. Parce que je voulais vraiment voir jusqu'à quel niveau d'archaïsme ça remontait, d'une certaine Mhm. façon, tu vois. Oui, Et là, je me suis dit, waouh, la vache, ça marche pour de vrai. Quand tu ressens les choses, tu les retiens vachement mieux que quand tu les apprends avec ta tête. Et complètement. ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. De le voir dans le salon, je me souviens, enfin, il avait des réactions physiques, il avait des réactions avec sa voix, enfin, avec tout, tout, en fait, sur ce qu'il était en train de voir que nous, on ne voyait pas, hein, parce qu'il n'y a que lui qui voyait. Et je dis, ah, c'est fantastique. Et j'aimerais que l'apprentissage ce soit ça. J'aimerais qu'en fait, tu aies les yeux toujours comme ça, tu sois toujours en train de rêver, tu sois toujours en train de ressentir un truc pour pouvoir vraiment l'ancrer, vraiment l'apprendre, quoi. Donc Et oui. est-ce qu'avec les nouveaux outils digitaux, donc bon, je t'ai pas posé la question de l'intelligence artificielle, et puis aussi des Mm, technologies associées, hein, mm, les hologrammes, parce qu'en plus en mm, plus on a des technologies avec des hologrammes et la réalité virtuelle. mm. Est-ce que ça peut favoriser, euh, appuyer des changements, un accompagnement des transformations des organisations? Ah Est-ce- bah, clairement, oui. Hmm. Clairement, surtout qu'en fait, et c'est même un piège, hein, parce que moi, je trouve que les IA sont beaucoup plus humaines que beaucoup d'humains, hein. Mhm. Donc, bon, quand j'ai dit ça, tu vois Mhm. le problème qui est derrière, hein. Nos organisations se sont profondément déshumanisées, mais parce que sans faire exprès, si tu veux, ça va très vite, il faut tout faire très vite, enfin, business, ok, mais priorité qui vient sur une autre priorité, un run qui écrase un run, enfin, bref. Donc, les organisations sont dans une vitesse qui font qu'elles ne prennent plus le temps de respirer, de se poser et d'aller tranquillement. Donc, malgré elles, forcément, ben, l'environnement se déshumanise. Voilà. Donc, et les IA, ou d'autres technos, mais en l'occurrence les IA, sont impressionnantes parce qu'elles arrivent à te consoler, elles arrivent à te réconforter, elles arrivent à te donner des conseils ultra humains. L'autre fois, je testais un truc sur les IA psy. Putain, Mhm. mais quelle différence avec un vrai psy? Pour Mhm. la base, attention, hein, enfin, je veux dire, évidemment, Oui, bien sûr. il y a un niveau, à un moment donné, l'humain, j'espère, est plus efficace que le robot, mais là, franchement, ça fait le taf, hein, Mhm. et beaucoup, enfin, et bien. Et puis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Donc en plus, c'est vraiment tout le temps avec toi ce petit doudou qui va pouvoir te permettre de donner un conseil avant un truc un peu raide, de consoler après un truc raide. Enfin, donc c'est exceptionnel ce que ça arrive à produire, hein. Donc Ah, et puis il y a un truc qui m'a marqué parce que j'ai été oui. à une soirée de design fiction sur l'amour Mhm. et c'est avec Flupa. Et pour introduire cette session, il donne des stats. Il donne des stats sur l'IA, sur le futur, sur tout ça. Bon, et il y avait un truc qui disait, alors je sais plus la stat, mais c'était énorme. De toute façon, même 1%, c'est énorme. Mais dès 18-25 ans, qui disait préférer être en couple avec un robot qu'avec un humain. T'imagines? C'est révélateur. Ouais. Non, mais ça veut tout dire, hein. Mm. Là, tu retrouves en fait de l'amour là où tu n'en vois plus. Et il y a une autre personne que j'aime beaucoup, Jocelyn Lachance, alors, c'est un sociologue, psychologue, je ne sais pas très bien, mais il fait des travaux de recherche sur les jeunes et les réseaux sociaux. Et j'étais allée à une de ses conférences. Alors, c'est un Québécois, ça aussi. Les Québécois, les Belges, moi, je trouve que voilà, ils sont toujours en avance sur plein de trucs. C'est vrai. Ils sont hyper inspirants. Donc, je ne comprends pas pourquoi on perd du temps, nous, en France, à essayer de faire moins bien. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, bon, passons. Et je me souviens d'une de ces conférences, donc il fait une conf sur les réseaux sociaux et les ados. Donc il y a un parterre de parents, hein. Ah, et tous les parents qui étaient là, à paniquer, voilà, à prendre des notes dans tous les sens et tout. Puis à un moment donné, tu as le papa qui pose la question que tout le monde se pose, mais qui ose la poser. Moi, je sais plus quoi faire avec mon fils. Voilà, on se parle plus. Il est tout le temps sur son écran. Et là, il répond un truc fantastique. Il dit, ben, en fait, il fait comme ses Comme parents vous? sans doute. Mm. Donc, vous faites comment? Avec votre écran à la maison, votre petit téléphone. Et après, il dit, mais c'est qui l'autorité à la maison? C'est vous ou c'est votre enfant? Enfin, à un moment donné, il faut remettre les choses au bon endroit. Et il dit un truc hyper intéressant. Il dit, parce qu'il dit, qui lui a donné un téléphone à votre enfant? Mhm. Donc, et je me suis dit après, je dis, oh là là, le papa, il a dû se dire, non, j'aurais pas dû poser la question parce que là, c'est, en fait, de façon hyper polie, hyper intelligente, si tu veux, parce que le but, c'était de faire progresser. Mais Bien franchement, sûr. j'aurais été lui, c'était la honte devant tout le monde. Et il dit, Jocelyn Lachance, il dit, vous savez pourquoi les jeunes sont sur les réseaux sociaux? Ah bah ouais, parce Mhm. que TikTok, ceci, enfin, des réponses à côté, mais des réponses qui Mhm. rassurent. Et il dit, mais non, mais parce qu'ils trouvent là ce qu'ils trouvent pas à la maison. C'est Mhm. tout. Et oui. Il dit dans tous les interviews que j'ai fait et que je continue à faire, parce que lui, il fait que ça, hein, des interviews de jeunes avec les réseaux sociaux, donc il envoie de partout, voilà. À chaque fois, c'est le même truc. Je vais là parce qu'à la maison, il n'y a personne. Je vais là parce que mes parents me font pas de retour sur ce que je suis. Je vais là parce que j'ose pas parler de ça avec mon père ou ma mère. Je vais là parce que truc. Il dit, mais si vous remettiez du dialogue dans votre foyer, si vous étiez capable de parler de tous les sujets avec bienveillance, si vous ne disiez pas à votre enfant quand il vient vous voir, en disant, ah maman, j'ai vu un super truc sur les réseaux sociaux, en le bâchant, mais non, en fait, c'est nul les réseaux sociaux. Si vous faisiez donc un dialogue différent et intelligent, bah, vos enfants, ils ne seraient plus sur le téléphone, ils seraient avec vous. Et oui. Point. La relation authentique entre humains, profonde, avec une vraie Exactement. écoute, un vrai partage. Exactement. C'est- Exactement. Et finalement, c'est intéressant parce que tu amènes sur le terrain en fait de la famille, mais finalement Mm. l'entreprise, c'est quelque part, on reprend des codes de la famille. Donc le fait de relationner profondément, d'être dans une écoute active avec, c'est même pas une question de fonction, de supérieur, c'est d'être humain Non. à être humain, c'est remettre ça au cœur quelque part des organisations. Eh ben, écoute, je ne saurais que trop te renvoyer à un podcast que quelqu'un a fait récemment avec Catherine Voinet-Fourboul qui Ah, parle de spiritualité en entreprise. C'est c'est- exactement ça. Et donc là, on n'est pas dans la famille, parce qu'attention, hein, encore une fois, chaque chose a sa place. La famille, c'est Mhm, la famille, l'entreprise, c'est l'entreprise. Voilà. Mais mhm. par contre, le lien humain, il est valable dans tous les cas, dès l'instant qu'il y a des êtres humains. Et c'est ça la spiritualité en entreprise. C'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de, Bien ben, on sûr. se considère en tant qu'être humain et on s'accorde l'attention nécessaire à la relation que nous devons construire pour réussir la mission que nous donne l'entreprise. Voilà. Ça, c'est Et la est-ce, spiritualité. et est-ce que cette montée en puissance justement des outils va peut-être nous poser la question de quelle est la vraie place de l'être humain dans l'organisation? Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, vous en discutez de la montée en puissance de l'IA, quel va être le rôle intrinsèque vraiment de la valeur ajoutée humaine? Parce que face à cette
facilité qu'a l'IA d'absorber même des choses d'analyse, hein. Ah oui, Qu'est-ce ça bouffe tout. qui... C'est ça. Qu'est-ce qui va nous rester en fait en rôle et qui est peut-être vertueux, hein, de renouer ce lien. Est-ce Moi, que je pense qu'un outil fait ce qu'on lui demande de faire, déjà. Tu vois? tout à Donc, fait, déjà, là aussi, responsabilité. C'est pas l'outil qui ceci, c'est toi qui as fait que l'outil ceci, hein. Donc, si tu veux, voilà, c'est mettre bien clair. les trucs à la place. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple d'IBM, moi, parce que je trouve que IBM, ils ont réussi. En fait, ils ont réussi à passer l'IA à l'échelle avec une consigne qui était simple au départ. Ils ont dit, on vous rassure, on va virer personne. Mhm. Parce que c'est forcément, tu as toujours un peu cette question derrière quand on C'est parle ça. d'IA en entreprise, et c'est normal. L'IA fait le travail des cols blancs. C'est là où c'est nouveau aussi, hein, parce Mhm. que voilà, Mhm. cette fois, c'est les fonctions intellectuelles qui sont concernées par cette révolution, ce possible au grand remplacement de robots. Donc, Oui, bon, voilà, ça, c'est nouveau. Donc, IBM a dit, on ne verra personne, mais puisque nous conseillons à nos clients notre solution d'IA, bah, ce serait bien que nous-mêmes, on l'utilise, on sache l'utiliser pour devenir des meilleurs conseillers de nos clients. Donc, je vous demande, pour ceux qui le veulent, je vous demande d'utiliser l'IA dans tout ce que vous faites au quotidien et de voir là où ça crée de la valeur et là où ça n'en crée pas. Mais pour faire ça, en fait, ils ont simplifié tous les processus, ils ont tout simplifié pour justement se dire, je ne mets pas de l'IA par petites touches, je ne mets pas l'IA ici ou là ou là. Non, je revois un processus complet, je le simplifie au maximum parce qu'il n'y a que ce qui est simplifiable, qu'est-ce qui est automatisable. Et si oui. c'est pas simplifié, si c'est pas automatisable, ça veut dire que c'est pas simple. Donc, ça veut dire que c'est le process qui a un problème, tu vois. Mhm. Voilà. Donc, ils ont du coup vu le truc vraiment bien. Ils ont simplifié tout ce qui devait être simplifié pour pouvoir l'automatiser. Et ils se sont dit, ben, en fait, ça a libéré des choses auxquelles on ne pensait pas. C'est-à-dire que finalement, ça nous a créé beaucoup de business. Donc, ça a créé beaucoup de valeur. Mais cette valeur-là, cet argent-là, on l'a remis dans l'innovation. Parce que c'est aussi un des marqueurs d'IBM, c'est l'innovation en permanence, hein. Voilà. Donc, ils ont pris l'argent, ils l'ont mis dans l'innovation. Donc, ça, très intéressant. Ils se sont rendus compte que bah, euh, au lieu de subir l'évolution des métiers, ils accompagnaient l'évolution des métiers. Donc déjà, c'est cool. Ils avaient la Eh main oui. sur le truc. Tu vois? Mhm. Donc, on dit, OK, ben là, ce job-là, cette fonction-là, bon, ben, elle est à 80% IAisable. Bah, ça pose des questions sur la valeur qu'elle crée juste avant, hein, parce que bon, quand Mhm. même. Pour les gens qui bossent au quotidien sur des trucs automatisables, sans déconner, il y a plus épanouissant, hein. Bon, voilà. Oui. Bon. Mm. Donc, ils ont dit, OK, et bah, du coup, le métier, ça veut dire il est en train de se transformer comme ça, et ben on l'accompagne. Et donc, on généralise cette transformation de ce métier aux autres. Et il y a un truc hyper intéressant qu'ils ont fait. Ils se sont dit, on va commencer notre test sur les fonctions support. Parce que les fonctions support, avec tout le respect qu'on a pour les fonctions support, je suis une fonction support, Mhm. eh bien, c'est quand même celle sur lesquelles, si tu te plantes, tu as moins d'impact sur le business, tu vois. Mhm. Donc, avant d'aller toucher aux fonctions cœur de business, on va toucher les fonctions support et on va tout faire, tout révolutionner, entre guillemets, pour les fonctions support, qui en plus, une fois qu'on aura tout remis au propre, deviendront évangélisatrices de toutes les autres fonctions. Parce que c'est elles Mhm. qui vont aller après pousser le sujet, parce qu'elles sont support, elles vont aller pousser le sujet partout. Mais elles l'auront vécu, elles seront donc des bons experts et des bons conseillers pour aller aider les autres fonctions à faire le même exercice. Eh oui. Donc, donc moi, je pense que l'IA, ça fait partie de ce qu'on est, ça fait partie de ce qu'on devient, et c'est pas un problème, à condition qu'on se laisse pas manger par l'IA et qu'on rappelle que c'est bien nous qui décidons ce que doit faire l'IA et pas l'inverse, quoi. C'est tout. Là, Mettre c'est de pareil. l'éthique, hein, quelque part, Exactement. c'est ça. Mm. Exactement. Alors, je vais te poser une dernière question Oui. qui est très simple. Pour tous ceux qui nous écoutent, si tu avais Ouais. des petits conseils à leur prodiguer, une vision, une intuition, euh, une dernière notion qui pourrait leur être utile dans toute la réflexion qu'on a eue dans cette émission, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer? Qu'est-ce qui te viendrait comme ça, spontanément? Alors, je pense à deux publics. Je pense à l'entreprise. Donc, l'entreprise, j'ai envie de lui dire, enfin, les entreprises, j'ai envie de leur dire, mais n'oubliez pas que c'est vous qui posez le cadre de jeu, en fait. Ouais. Reprendre la Déjà. main sur ça, Ouais. sur reposer le Ouais. cadre du jeu. Le cadre du jeu. Donc, ce que font bien ou ce que font mal les gens, c'est de votre responsabilité. Mm, Et tout à n'oubliez pas fait. ce truc. Donc, déjà, tu vois, voilà.
Et pour les plus jeunes, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, ça. En fait, les plus jeunes, je leur dis, raconte toujours la même chose, c'est-à-dire que vous adaptez pas trop vite à un système qui vous respecte pas, en fait. D'ailleurs, vous adaptez pas du tout à un système qui vous respecte pas et continuez à rêver. Voilà, on doit tous continuer à rêver, mais vous encore plus, vous êtes tout neuf. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas déjà des vieux dans les costumes de jeunes, tu vois. Enfin, des jeunes dans les costumes de vieux plutôt. Et donc, du coup, en tant que dirigeant, c'est d'accepter justement d'avoir des jeunes générations qui viennent avec des idées peut-être challengeantes, contradictoires et qui font évoluer le système, c'est ça aussi? Exactement. On est Ok. là pour bosser pour une mission, l'entreprise a une mission, et nous sommes là pour pouvoir contribuer à cette mission et faire en sorte que l'entreprise réussisse sa mission. Il n'y a pas de débat là-dessus, il ne doit pas y avoir de débat là-dessus. C'est-à-dire que si tu ne te retrouves pas dans l'entreprise pour X ou Y raison, c'est pas tes valeurs, c'est pas comme ça que tu voyais la stratégie. Et parce qu'il y en a des fois, ils te disent, ouais, mais c'est pas comme ça. Oui, bah, ok, bah, va trouver une stratégie qui te correspond mieux à côté. Tu vois, pas de Mhm. problème. Tu as le droit d'avoir ton avis, mais si tu t'y retrouves pas, il faut que tu ailles à côté. Voilà. Mhm. Donc oui, les jeunes, ouais, enfin, les jeunes et nouveaux. D'ailleurs, pas que les jeunes, tout nouvel arrivant dans une organisation, Oui. venez avec vos idées, avec ce qui fait que vous allez nous apporter de l'air, parce que vous avez vu Mhm. autre chose. Et c'est cette autre chose va nous servir à faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, forcément. Voilà. Donc, parce qu'on a cette mission à remplir et grâce à vous, on va la remplir mieux. Oui, donc, oui. Mm. Eh bien, c'est top, hein. Je pense que tu as des choses à rajouter que tu voudrais partager, ou une actualité, ou ton Non, je livre suis juste. aussi, parce qu'on a mentionné ton livre, mais tu peux rappeler aussi le titre de ton livre et où c'est il est paru, si tu veux. Oui, alors oui, oui, enfin, je suis toujours. Oui, oui, Mhm. au cœur de l'expérience collaborateur, tout à fait, aux éditions Ah. EMS, voilà, qui est paru en 2019, donc ça commence à dater un peu, mais on est assez content avec Fabien, mon co-auteur, parce qu'en fait, le contenu, il n'est pas daté. C'est chouette. Mhm. Ça, c'est chouette. Quand tu sais, quand tu as écrit un truc et que tu te dis, ouais, c'est encore valable. Bon, ça, on n'était pas trop mauvais sur le diagnostic de départ et sur les intuitions, donc ça, c'est cool. Et, euh, et voilà, donc oui, mais non, en fait, non, j'ai juste envie de dire ce que je disais aux gens à rêver, franchement, rêver. Mhm. Rêver et n'oubliez pas que vous avez la main, en fait. C'est-à-dire que ce qui va arriver, ça dépend que de nous, en fait, hein. Donc, ça, Complètement. c'est très important de ne pas se laisser embarquer par non, mais ce sera horrible, ce sera moche, le monde sera comme ci, comme ça. Le monde, il sera comme tu as envie qu'il soit. Donc, soit le changement que tu veux être, enfin, que tu veux voir, soit ce changement-là. Et puis, fais en sorte que ça infuse tout autour de toi, juste autour de toi. Tu vois, ça, c'est le petit colibri de pyramide, juste autour de toi, ce sera déjà beaucoup. Mais subis pas, subis pas. Et la spiritualité en entreprise, elle commence par ça. C'est aussi Oui, bah pragmatique que voilà. ça. Exactement, exactement, Mm. exactement. Je te remercie infiniment, Anne. C'était passionnant. J'ai beaucoup apprécié ta spontanéité, ton authenticité. Tu incarnes vraiment en fait ce que tu exprimes. Et C'est ça, gentil, merci. c'est important et ça fait plaisir d'avoir voilà, des leaders de cette authenticité. Tu reviens quand tu veux. Si tu as des choses à partager, des retours d'expérience, tu es la bienvenue. C'est gentil. Et puis je te donne rendez-vous à une prochaine. En tout cas, moi, je me suis bien sentie avec toi, donc merci pour ça, parce que la sécurité psychologique, c'est un truc très important pour moi. En tout cas, je renie pas et je me suis sentie bien. Donc, merci de m'avoir mise dans les bonnes conditions pour te parler. C'est chouette. Avec grand plaisir. Et puis, je te remercie infiniment. Et je donne rendez-vous à mes chers auditeurs pour de nouvelles visions, de nouveaux éclairages, tout aussi éclectiques. Et vous savez que j'aime bien ça dans cette émission, donner la parole à des façons de penser différentes. Chacun a sa vérité, c'est ce qui fait la richesse de ce monde. Hmm. Et c'est peut-être une clé pour pouvoir mieux vivre ensemble, quelque part, je Waouh! dirais. Oui, tout à fait! C'est ça. Même si c'est Oui, dur, parce que je suis pas dans le monde des bisounours, et c'est vrai que c'est non, dur, on vit oui, une société difficile, oui. mais il faut garder espoir, et je partage tout à fait ce que tu Ouais, dis. Vivons ce rêve de, oui, on peut faire une civilisation, un monde qui est plus mais vertueux. oui, évidemment. Tout à Enfin, fait, moi, je suis persuadée, on a la main. Donc, oui. clairement. À très bientôt, et bonne journée à tous. Merci, Johan. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul,
alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.